Eh bien, bonsoir, merci d'être venu pour cette rencontre avec... J'espère que je vais vous réchauffer un peu. Voilà, avec Fabrice Midal, que nous sommes ravis de recevoir. Puis merci beaucoup de venir, parce qu'on sait que plus les jours passent et plus les annonces s'accumulent et plus c'est compliqué de se poser la question, est-ce qu'on vient ou non assister à une rencontre. Donc on est ravis en tout cas que vous soyez là pour converser avec Fabrice Midal, qui est philosophe et écrivain. Cette année, vous l'avez peut-être vu, cet été plutôt, vous l'avez peut-être vu dans les kiosques avec un magazine Géo autour de la méditation, puisque c'est l'une de vos spécialités. Vous avez une école à ce sujet et vous êtes avec nous pour ce livre. Comment rester serein quand tout s'effondre. Alors on pourrait se dire qu'avec le titre, c'est un livre d'intervention, un livre du moment par rapport justement à ce monde autour de nous qui est en train de s'écrouler, sauf que vous le précisez dès le début, ce livre vient prolonger une réflexion que vous menez depuis un temps qui est beaucoup plus long, même si la question de la Covid est présente ici, puisque vous avez rencontré des soignants, mais aussi d'autres personnes qui, dans leur travail, dans leur vie, dans la perte des leurs, dans cet écroulement des mondes, ont vu leur vie changer par ce virus. Vous y convoquez aussi bien la pensée chinoise que la pensée de la philosophie grecque, le livre de Job, des évangiles, que Kafka, pour vous interroger et pour justement nous donner des clés pour savoir comment rester serein quand tout s'effondre. Mais je voudrais rester sur le fait que ça pourrait être un livre d'intervention, même si ça n'en est pas un. Est-ce que c'était un risque pour vous d'écrire ce livre aujourd'hui? Parce que finalement, question naïve, nous ne savons peut-être pas encore tout ce qui est en train de s'effondrer. Ou jusqu'où c'est en train de s'effondrer. Non, c'était pas un risque, c'était une chance. Parce que comme les choses vont mal, c'est peut-être plus audible de dire ce qu'est la sérénité, puisque sinon, au fond, on ne comprend rien. Quand tout va mal, on sent qu'il faut bien qu'on trouve une solution pour ne pas couler. Donc c'était vraiment une chance. Quand les choses vont bien... on n'a pas envie de se faire du mal à voir que ça va mal. Oui, et donc la niaiserie l'emporte. Quand les choses vont mal, la niaiserie n'a pas trop de place. Donc mais en fait, tout le monde sait ça. C'est-à-dire quand quelqu'un a une grave maladie, il a un rapport à l'essentiel. Les gens, avant de mourir, disent souvent les choses les plus importantes qu'ils ont à dire à leurs proches. Et que dans certaines situations, il n'y a que l'essentiel qui tient. Et c'est plus le moment de raconter des conneries. Donc c'était une chance. Je me suis dit, là, la situation fait que je vais pouvoir écrire et dire, au fond, l'essentiel. Et c'est le moment où on peut entendre autre chose que les conneries. Soyez zen, soyez productifs. En gros, c'est les deux choses. Soit on dit aux gens soyez zen, soit on dit aux gens soyez productifs. En fait, les deux disent un peu la même chose, du reste. Parce qu'il faut être zen pour être plus productif, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, je trouvais que là, c'est plus audible. Est-ce qu'il y a être aussi plus productif là... Et est-ce que plus c'est zen, compte, ouais. voilà, c'était. Donc je trouvais que c'était une chance. Ouais. Vous débutez aussi ce livre en nous situant dans un temps qui est beaucoup plus long, qui est un temps fait de bouleversements, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu, notamment au début de la pandémie et au début du confinement, on vivait quelque chose d'exceptionnel ou quelque chose d'inédit. Certains ont dit dans notre histoire, certains ont dit pour nos générations ou notre temps, mais vous rappelez que finalement l'histoire du monde est faite d'histoires de bouleversements, que la stabilité et la sécurité que nous avons connues ces dernières décennies, elle serait quoi finalement? Est-ce qu'elle serait une anomalie dans l'histoire, un leurre de ce que nous pensions durable, et que comment rester serein quand tout s'effondre? Finalement, c'est aussi une question qui est éternelle. Toujours tout s'effondre. Mes parents, ils ont fait la guerre d'Algérie. Mes grands-parents, ils ont évité la déportation de peu. Depuis les temps préhistoriques, chaque génération a à faire face à quelque chose qui s'effondre. Donc c'est toujours terrible. Je ne dis pas que c'est une anomalie, parce que chaque époque a quelque chose. Et puis il y a des moments où ça va mieux, et tant mieux. Mais et puis nous, c'est pas si terrible. C'est terrible, mais c'est pas si terrible par rapport à ce qu'ont connu mes grands-parents. Mais au fond, on voit chaque génération. Je ne crois pas qu'il y ait des générations qui ont été
qui n'ont pas été confrontés à quelque chose qui s'effondre, à une menace à la fois dans nos vies. Et donc je trouvais que c'était important de rappeler ça pour essayer de... Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Là, le fait que ça s'effondre tout le temps, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois, les gens, ils ont trouvé des manières de s'en sortir et de relever la tête, de reconstruire, de rester fidèle à une certaine forme de lumière, de s'engager malgré tout. Donc je me dis, si ça fait des milliers de générations, enfin des centaines de générations, que les gens y arrivent, peut-être que nous aussi on peut y arriver. Mais on ne va certainement pas y arriver en faisant comme on est en train de faire. C'est-à-dire, ce qui est catastrophique, c'est la négation de la possibilité d'une sérénité de faire quelque chose. Et c'est ça qui me semble extrêmement problématique. L'idée même d'une possibilité de sérénité, peut-être aujourd'hui, c'est la plus grande provocation. Et là, il y a quelque chose, pour nous, ça semble absurde. On ne peut pas être serein puisque tout s'effondre, donc il faut qu'on pleure, qu'on crie ou qu'on se mette en colère. Mais il suffit de regarder l'histoire de l'humanité pour voir que l'humanité n'a tenu que parce qu'elle a appris à être sereine dans toutes les difficultés. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Là, je suis en plein dans la lecture de René Char. Franchement, René Char, qui était un des plus grands résistants, sous le nom de capitaine Alexandre, il a été serein. Il n'a pas juste pleuré parce que l'Allemagne nazie prenait le contrôle de la France. Il s'est engagé et il a fait quelque chose. Et sa sérénité, c'est ce qu'il appelle la lucidité, qui est la blessure la plus rapprochée du soleil. Donc c'est ça qui me semblait vraiment... je suis frappé de l'extraordinaire malentendu qui nous menace. C'est-à-dire on oublie la sérénité. Et on oublie l'expérience de ceux qui nous ont précédés, qui, face à des bouleversements, ont su se relever ou ont su s'adapter. C'est ça la sérénité. Ouais. C'est-à-dire la sérénité, c'est... Alors évidemment, il faut qu'on lise tout de suite. Le mot sérénité dans mon livre, c'est le contraire de ce qu'on croit par sérénité. Donc ça, on va avoir l'occasion d'en parler. Puisque pour nous, sérénité, c'est on sent rien, on est zen, on ne bouge pas. Et ça fait pas beaucoup avancer le schmilblick. Mais être serein, c'est pas ça. Être serein, c'est avoir confiance qu'on peut faire quelque chose, c'est parier pour l'avenir, c'est avoir de l'espoir, c'est essayer de transformer les choses, c'est une forme de clarté. Et du reste, le mot sérénité vient de la clarté. C'est le même mot que sérénade. Les sérénades, c'est la musique qu'on joue quand il fait beau, et au fond, serein, c'est le beau temps, c'est le temps clair, le temps où on voit les choses. Et c'est ça Et donc, ça qui me semblait... je rappelle, et je trouve important de rappeler que toute génération a vécu ces difficultés pour qu'on comprenne que chaque génération a su inventer d'autres manières de résister, comme ce que dont témoigne René Char, de se réinventer, de trouver des possibles, d'inventer des possibles. Et c'est ça qui me semble vraiment crucial. C'est-à-dire plutôt imaginer le futur que chercher à savoir qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est quelque chose de presque naturel. Et en tous les cas, si on se rappelle au début de la pandémie, on en était plutôt cette question-là de qui est responsable, et encore aujourd'hui, plutôt que de savoir comment se relever ou comment s'adapter. Vous, c'est plutôt le comment faire que le pourquoi on en est arrivé là qui vous conduit. D'abord, je dirais la première chose, c'est déjà regarder ce qui se passe. Moi, j'étais ahuri parce que quand le confinement a commencé, 3-4 jours après, j'ai d'autres journalistes qui m'ont appelé. Est-ce qu'on veut faire un article sur le monde d'après ? J'ai dit, mais on ne peut pas déjà commencer à voir qu'est-ce qui se passe. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais même pas comment ça veut dire le confinement. Je ne sais même pas ce qui est en train d'arriver. Je ne sais même pas comment je vais faire par rapport à cette situation. Et c'est très difficile de juste essayer d'entrer en rapport à la réalité. Et ça m'a beaucoup énervé, je dois dire, de penser au monde d'après quand personne ne sait ce qui se passe. Et personne n'avait pensé qu'il allait y avoir une deuxième vague, que ça allait durer très longtemps. Donc je trouve ça extraordinairement puéril. Au fond, être serein, c'est essayer d'être un peu adulte. Et être un peu adulte, c'est déjà essayer de dire, qu'est-ce qui se passe ? Juste demander, qu'est-ce qui se passe ? Alors après, on peut regarder pourquoi, on peut regarder qu'est-ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas du tout facile de voir qu'est-ce qui se passe. Pas seulement socialement, scientifiquement, mais qu'est-ce qui se passe pour nous ? Comment on vit la chose ? Comment ça nous ébranle ? Comment ça nous
Ça nous met mal à l'aise, ça nous déplace. Qu'est-ce que ça implique dans nos vies? Et je pense que c'est déjà bien. C'est un travail extraordinaire à faire. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand même, cette idée du monde d'après, même si on ne sait pas forcément ce qu'il est, cette possibilité-là, qu'est-ce que vous en faites, Fabrice Midal? Parce qu'elle peut quand même être essentielle pour cheminer vers quelque part. Non, moi, j'y crois pas du tout. Le monde d'après, ça me semble... Tout ce que je lis sur le monde d'après ça me semble pas du tout intéressant. J'ai horreur du rêve. Rêver les yeux ouverts me semble... ça me dégoûte depuis toujours. Je trouve ça dégoûtant de rêver. Si je suis médecin et qu'un enfant est malade, j'ai aucune envie de rêver que je vais le guérir. J'ai envie de regarder la situation et de voir qu'est-ce que je peux faire pour le soigner. Si quelqu'un pleure parce qu'il va mal, j'ai envie de pouvoir l'écouter et l'aider. Et alors le rêve, là en ce moment, partout on vend du rêve rose, sucré, soyez positif. Ça ne m'aide pas, moi. Après, moi, je ne peux pas parler pour les autres. Mais moi, le rêve, l'espoir dont je vais parler, qui joue un rôle majeur dans mon livre, c'est complètement différent que de rêver le monde de demain. Moi, je ne veux pas rêver, je voudrais essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et moi, pendant le confinement, ce qui a été le plus douloureux pour moi, et même un moment insoutenable, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est pareil, c'est de rien comprendre, de chaque fois que j'écoutais les informations, de trouver que c'est incohérent, incompréhensible. Voilà, ça. Et donc, moi, ce que j'ai fait pendant le confinement, c'est que j'ai fait de la philosophie. Parce que j'avais besoin d'avoir un rapport à la vérité, à la pensée, dans un monde où on ne pense plus, où ça tourne en boucle n'importe quoi. Cette impossibilité de penser, j'ai trouvé ça extraordinairement angoissant. Et la sérénité, c'était déjà de ne pas être enfermé dans l'immédiateté de quoi. J'ai raconté ça ces derniers temps, mais il se trouve que j'ai été invité à la télévision le soir, et dans 2 émissions différentes, le soir où Véran avait annoncé qu'on allait fermer les restaurants marseillais. Et je ne regarde pas la télévision, mais enfin, très rarement. Je ne fais pas trop attention. Mais là, sur le plateau, j'ai fait très attention à ce qui se passait. En plus, je devais parler, donc j'étais très, très attentif. Et j'ai remarqué que ce qui se passait, c'était qu'on interroge les restaurateurs. On leur dit, la télévision, donc on va vous fermer le restaurant, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très en colère. Ah d'accord, vous êtes très en colère, hein? Ah oui, je suis très en colère, je suis très en colère. Et vous? Ah moi je suis aussi très en colère. Ah, vous êtes très en colère? Ah oui, je suis très en colère. Voilà, on a fait notre travail. Et j'ai trouvé ça atroce. J'ai trouvé ça atroce d'enfermer les gens dans l'immédiateté de leur ressenti, comme si l'immédiateté de notre ressenti était vraie. J'ai trouvé ça extraordinairement plombant pour ceux qui regardent la télévision, pour ceux à qui on pose la question, alors que la question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais enfant, quand j'étais en colère, on me disait d'aller au coin. Quand j'étais triste, on me disait faut pas être triste. Et puis, depuis mon âge assez canonique, on a changé l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire que les gens comprennent, que les parents comprennent, c'est d'apprendre comment on fait avec les émotions. Il y a beaucoup de livres qui paraissent sur les émotions, les parents savent ça, il y a beaucoup de recherches en neurosciences. Et aujourd'hui, un enfant qui est en colère, on ne va pas lui dire c'est mal d'être en colère, on va essayer de comprendre pourquoi il est en colère, de l'aider à formuler pourquoi il est en colère, pour l'aider à pouvoir dépasser sa colère. Et c'est une extraordinaire avancée, parce que franchement, c'était quand même assez brutal, l'éducation que j'ai vécue. Et je trouve que c'est un progrès très grand. Mais étrangement, pour les adultes, on ne l'entend pas du tout. On considère qu'il n'y a rien à faire. À la télévision, quelqu'un est en colère. Il est en colère, point. On enregistre et on n'aide pas du tout les gens à faire quelque chose de leur colère. Ni la condamner, ni l'accepter, mais essayer d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Avec les enfants, on comprend très bien que la colère, elle dit des choses, mais pour nous, adultes, on a complètement perdu. Et donc, on a perdu justement la sérénité. On a perdu la capacité de ne pas être prisonnier de ce qui nous arrive, de pouvoir transformer ce qui nous arrive. Et vous voyez, ça semble presque bizarre. Alors que pour les enfants, on le comprend.
Pour les adultes, on ne le comprend pas. Mais ça se travaille, ça se change, il y a une possibilité de faire quelque chose. Et je crois que c'est ça qui est absolument central dans ce qu'est la sérénité. Et donc là on approche du nœud du livre. Le nœud du livre, le nœud de ce qui est vraiment important, c'est, je crois, que le logiciel que nous avons sur ce qu'est la sérénité nous empoisonne. C'est-à-dire que nous pensons qu'être serein, c'est être zen, ne pas être inquiet, ne pas être en colère, être dans le détachement. Et ça, à mon avis, c'est un très mauvais paradigme, parce que ça nous coupe de ce qu'on ressent, et l'enfant ne va pas bien parce qu'il n'est pas en colère. L'enfant va bien parce qu'il sait écouter sa colère, l'écouter et aller de l'avant. Et c'est ça qu'on lui apprend. Donc la sérénité, c'est pas « je ne ressens rien », je deviens une sorte de légume où je vis dans un bunker qui me protège de tout, et donc où je suis plus vivant. Mais la sérénité, c'est apprendre à être pleinement vivant. Et donc là, il faut changer complètement de paradigme. Le paradigme, c'est un paradigme assez étrange. On est enfermé dans l'émotion telle qu'on la sent. Elle n'est pas transformable. Et idéalement, ce qu'il faudrait réussir, c'est ne rien ressentir, ce qui est complètement abstrait. Et donc, ce que j'essaye de montrer, d'analyser et de déconstruire, c'est quelle est cette construction tout à fait singulière et étrange. Et cette construction, elle nous fait énormément de tort, mais elle est extraordinairement partout infiltrée dans notre culture. Alors, j'essaye de l'expliquer religieusement, philosophiquement et socialement. Socialement, cette idée, cette perspective de la sérénité vient du néo-capitalisme psychique, que j'appelle c'est un peu barbare, mais disons, le néo-capitalisme, tout le monde comprend, c'est l'instrumentalisation de tout pour en obtenir le rendement principal. Donc on instrumentalise les fleuves pour en tirer le rendement principal, les arbres, les animaux et les êtres humains, qui sont que des données d'ajustement de données comptables. Donc ça, on comprend. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que nous sommes conduits à avoir le même comportement par rapport à nous. Nous gérons notre stress, nous capitalisons notre santé, nous avons un capital santé dont il faut potentialiser le rendement au maximum. Et donc on emploie ce langage d'instrumentalisation de soi-même qui est une forme de déshumanisation. Cette instrumentalisation de soi-même implique d'être toujours calme, d'être toujours zen, pour être encore plus efficace jusqu'à ce que mort s'en suive. Et tout devient présenté dans cette perspective. Comment être calme, comment être zen, pour cette instrumentalisation générale de tout. Ça, c'est au niveau, disons, de ce que j'appelle le néolibéralisme psychique, mais peut-être il y aurait un meilleur nom à lui donner. Au niveau philosophique, ce que je dénonce beaucoup dans le livre, c'est toute la doctrine stoïcienne, épicurienne, qui, à mon avis, nous égare grandement. C'est la grande idée des stoïciens, dont la plupart des philosophes qui parlent aujourd'hui de sérénité identifient ce dont ils parlent, c'est au fond du stoïcisme. Et l'idée, c'est qu'il est possible d'être dans sa tour protégée du monde, que l'essentiel, c'est d'entrer dans la citadelle intérieure, pour reprendre l'expression de Marc Aurèle. Et je crois que c'est le même malentendu, que l'idée, ce serait qu'on ne ressentirait rien. Il y aurait des choses qui dépendent de moi et des choses qui ne dépendent pas de moi, et devant ce qui ne dépend pas de moi, je devrais être insensible. Donc la grande idée de Marc Aurèle, c'est si jamais votre femme ou votre mari meurt, pourquoi devriez-vous être triste ? On vous l'a donné, on vous le reprend, vous devriez être dans la complète indifférence par rapport à ça. Je trouve que cette idée de sagesse est une idée profondément inhumaine. C'est une attaque à notre humanité. Être humain, c'est être touché, être ému, être en relation, et non pas être dans une identité fermée sur soi-même. Je trouve qu'on se trompe très profondément en essayant de faire comme modèle de sagesse le fait d'être dans sa forteresse intérieure. Je crois que ce qui serait humain, c'est d'assumer notre humanité. Qu'il faudrait inventer une autre sérénité, une autre sagesse qui serait une sagesse enfin humaine.
La sagesse qu'on nous présente, elle n'est pas humaine. Une sagesse en lien avec donc les changements du monde, et donc une sagesse qui est une sagesse de l'action, une sagesse en mouvement sans cesse, en perpétuelle adaptation de soi par rapport aux autres. Est-ce que c'est vers cela que vous nous conduisez, Fabrice Midal ? Je ne parlerai pas comme ça. Je dirais la sérénité, c'est l'équilibre. Quand on marche, on voit bien qu'on se tient debout en cherchant l'équilibre. Et il y a toujours un déséquilibre pour avoir un équilibre. Que la vie est faite d'équilibre et de déséquilibre. Et donc la sérénité, c'est un travail pour trouver un équilibre. Donc on est atteint, comment on fait ? Donc c'est jamais garanti. C'est toujours en travail. L'idée que quelqu'un serait serein une fois pour toutes, c'est des blagues. Ça n'a jamais existé. Il y a une certaine précarité, alors, du coup, à se penser installé confortablement. Être humain, c'est ne jamais être installé confortablement. C'est ce que nous disaient déjà les Grecs. C'est la grande leçon de la pensée grecque, de la tragédie, le grand travail de l'Iliade et l'Odyssée. Et c'est ça que dit tout. Enfin, c'est même bête ce que je dis, parce que c'est ce que dit toute culture de toute humanité. Il n'y a pas un mythe dans l'histoire de l'humanité qui ne raconte pas qu'est-ce que ça veut dire trouver son équilibre dans la vie. Et que la vie, c'est rencontrer les épreuves, et en s'ajustant aux épreuves, on les dépasse, on les traverse. Donc, mais ce que je dis est très simple, mais paradoxalement, le discours sur la sagesse est à l'encontre de ça. Et vous avez raison de souligner, nous vivons avec un modèle statique. La sagesse est un modèle statique, et moi, je serais pour un modèle dynamique. Un modèle... ça se construit. Et donc, comme on a ce modèle statique de la sagesse, qui est très idéal et complètement abstrait, parce que franchement, est-ce que quelqu'un a déjà réussi à être indifférent s'il perd un proche ? Enfin, franchement, mais c'est juste dingue. Le succès du stoïcisme, en plus, aujourd'hui, tous les livres sur le stoïcisme rencontrent un succès phénoménal. Ça a un impact considérable. Et ça me semble, moi, empoisonner les gens très profondément. Cette idée... Épictète raconte, son maître lui tord la jambe, Épictète lui dit, si tu continues, tu vas la casser. Le maître continue, Épictète lui dit, tu vois, je t'ai bien dit, tu l'as cassée. Non mais franchement, vous y croyez ? Moi, quelqu'un me tord la jambe, je crie. Être serein, l'idée, c'est que je souffre et je dis rien, mais c'est juste une idée tellement inhumaine. Je crie, peut-être il serait arrêté, le crétin de maître qui veut me casser la jambe. C'est une idée absurde, cette idée de détachement, on serait hors de la vie, mais la sagesse, c'est d'habiter la limite de notre humanité avec humilité. Il y a quelque chose, il y a un manque d'humilité chez les stoïciens, il y a un délire de la raison et il y a un manque d'humilité qui est extrêmement profond. Et après, donc, j'ai parlé de la dimension sociale, j'ai parlé de la dimension philosophique, on pourrait parler de la dimension religieuse. Dans le Christ, pour prendre un exemple, on pourrait prendre le Bouddha, mais sinon c'est intéressant quand on lit les évangiles que le Christ il propose pas une sagesse qui serait d'indifférence au monde, mais au contraire d'engagement, d'amour, de rencontre de la difficulté, de l'altérité, de l'autre, de celui qui souffre, avec ce qui quand même est frappant, qu'on soit chrétien ou non, mais quand on lit les évangiles, ce qui est quand même frappant dans le texte, c'est la manière dont le Christ déjoue toute forme de sécurité et d'assurance par le vertige de la rencontre du pauvre, de l'autre, du malade, de la femme adultère. Et donc on est quand même à l'opposé de l'idée de sérénité actuelle, de cette idée que être serein, c'est ne pas être trop atteint, enfin tout ce qu'on raconte partout. Et vous voyez, il y a une collusion entre les trois, parce que cette sérénité dont on parle, c'est aussi il faut être positif, faut être positif, faut être positif. Moi, de la même manière que j'ai beaucoup de mal avec il faudrait être dans le rêve, j'ai beaucoup de mal avec l'idée qu'il faut être positif. Qu'est-ce que ça veut dire, être positif ? C'est aussi absurde qu'être négatif. On n'est ni positif ni négatif. La vie est faite de positif et de négatif. Et la sagesse, c'est d'être dans le rapport inlassable entre les deux. Vous êtes en colère, c'est négatif ? Pas forcément. Ça peut être positif.
Il y a des colères qui sont saines, puis il y a des colères qui sont bêtes. Il y a des colères qui vous enferment, il y a des colères qui vous aveuglent, mais il y a des colères qui vous poussent. Je parlais de René Char, il est en colère. C'est ce qui va faire qu'il s'engage dans la résistance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire négatif et positif ? Quand un enfant est en colère, la colère, elle est positive. S'il faut l'écouter, en écoutant sa colère, elle donne des indications et des informations qui lui permettent de comprendre quelque chose. Moi, j'avais... mon filleul était très mal. J'ai parlé avec lui, mais au fond, il allait très mal parce qu'il avait un vrai problème à l'école. Il était harcelé. Et le fait qu'il soit mal, ça nous a permis de comprendre qu'il avait une difficulté. Si vous êtes bien tout le temps, vous ne pouvez pas être en rapport avec la réalité. Donc, on nous apprend quelque chose qui est faux, abstrait, théorique, culpabilisateur, sans rapport à la réalité. Et c'est ce mélange-là, disons, de néo-capitalisme psychique, de religion inversée, on pourra en reparler après, et puis de cette philosophie complètement éthérée et abstraite qui n'est pas en rapport à la vie, qui n'est pas en rapport au fait que l'être humain, il a une fragilité et que la sagesse, c'est faire la paix avec cette fragilité plutôt que prétendre qu'on va la détruire par un effort de volonté totale. Ce que disent les stoïciens. Et je reviens sur le fait que vous mettez plutôt la logique de l'action, du coup, plus que la dimension statique en avant. Vous convoquez dans votre livre une pensée chinoise, qui est une traduction chinoise du mot de crise, qui pense qu'il faut faire le premier pas le plus vite possible, se mettre en action le plus vite possible pour atteindre cette sérénité. J'aimerais que vous nous expliquiez ça, parce que à la fois faire le premier pas, c'est très compliqué, mais faire le premier pas pour aller vers où ? Ça aussi, ça peut être compliqué à penser. Disons, ce que disent les Grecs ont pensé que la sagesse véritable, elle était inséparable d'une sagesse qu'ils appellent pratique. Alors, le mot pratique, je ne suis pas ici pour parler trop de philosophie, donc je m'excuse un peu, mais disons, c'est très pratique. Ça veut pas dire pratique pour eux, ça ne veut pas dire comme pour nous, parce que pour nous, pratique, c'est opposé à théorique. Pour eux, pratique, ça veut dire en mouvement, ça veut dire l'action qui est faite pour elle-même. Et les Grecs ont compris, et Aristote en particulier, qui est le fondateur, disons, c'est celui qui invente l'idée d'éthique, il invente l'idée que l'éthique, c'est une sagesse pratique. Moi, je trouve que éthique, on ne comprend plus trop, mais sagesse pratique, on comprend bien. Et au fond, la grande idée qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas de sagesse théorique. Il n'y a qu'une sagesse pratique. C'est-à-dire qui s'éprouve dans le réel et c'est ça la vraie question. C'est-à-dire, et donc, ce que j'essaye de dire, c'est si on veut être serein, c'est dans le réel qu'on le rencontre. C'est pas l'action, c'est pas juste qu'il faut s'agiter, mais c'est dans le réel que ça s'éprouve. On n'est pas serein dans sa tour d'ivoire. On est serein comment on fait ? Avec quelqu'un qui souffre, avec quelqu'un qui a mal, avec la peur, avec ses enfants, avec toutes les difficultés. Et donc, c'est ça qui est concret. C'est ça qui est concret. C'est cet engagement à faire quelque chose. Cet engagement à le faire assez vite. Enfin, je reviens quand même sur cette idée de la... Si vous voulez apprendre à nager, vous pouvez apprendre à nager sur votre tabouret pendant des années, vous ne saurez pas nager. Vous êtes obligé d'entrer dans l'eau. Et donc, il vaut mieux rentrer dans l'eau tout de suite. Et quand vous entrez dans l'eau, je ne sais pas si quelqu'un se souvient ici, mais moi, qui ne suis pas très doué, je me souviens, la première fois qu'on m'a mis dans l'eau, j'ai dit, mais c'est juste pas possible. On ne peut pas nager. On coule dans l'eau. C'est horrible. Et après, on apprend à nager. Et bien, c'est ça, la sagesse. C'est apprendre à nager. La vie, c'est comme ça. Et apprendre à nager, c'est transformer... Excusez-moi, je fais le philosophe là. C'est transformer la négativité de l'eau dans laquelle on coule en positivité. Mais excusez-moi, c'est un peu savant, mais c'est une idée que je dois, parce que j'ai beaucoup lu pendant le confinement, que je dois à Jean-Paul Sartre qui, dans L'être et le néant, a des pages mais sublimes sur le ski. Jean-Paul Sartre adorait skier et décrit ce qui m'a complètement éclairé. Il décrit vraiment tellement, je trouve ça tellement frappant. Skier, c'est pareil que nager. Skier, c'est se confronter à la pente. Quand vous êtes en haut d'une pente, vous tombez.
Et en skiant, vous transformez la négativité de la pente où vous devriez tomber en plaisir de la glisse. Et il dit que c'est ça la jubilation, la joie. Et là, au fond, la joie, qu'est-ce que c'est ? C'est traverser la difficulté pour la transformer en possibilité de vie. Et donc, la joie de nager, c'est justement que vous transcendez le fait que vous devriez couler et que vous arrivez à nager. C'est extraordinaire. La joie de la glisse, du ski, c'est transformer la montagne. En bas de chez moi, il y avait un endroit où les jeunes faisaient du skate en permanence. C'était vachement impressionnant. Moi, je regardais, ils sautaient du parapin, je ne sais pas, ils faisaient des tas de trucs, c'était juste dingue. Vous pouvez regarder chaque fois que j'allais acheter le pain, je regardais, j'étais juste impressionné. Je restais des fois 10 minutes à les regarder. Et la mairie a décidé de refaire le lieu pour qu'ils ne puissent plus faire rien, pour les protéger. Mais à les protéger, c'est-à-dire en leur empêchant de rencontrer la négativité, on les prive de joie. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont traîner, ou alors ils vont être devant leur ordinateur, et on pense qu'on va les aider. Ça ne va pas. Le souci de sécurité à tout prix entraîne la panique, l'incertitude. La vie est faite d'un jeu constant entre positivité et négativité, entre sécurité et insécurité. Et c'est ce jeu-là qui est absolument crucial. Parce qu'il y a un mot que vous n'avez pas utilisé, mais qui est important dans votre livre, finalement, c'est que la sagesse que vous défendez, Fabrice Midal, c'est une sagesse d'aventure. Il faut être aventureux pour vous. C'est pas qu'il faut, je dirais, plus qu'avant. Je ne suis pas pour l'aventure, parce que je dis aussi qu'il faut trouver beaucoup. On a besoin de sécurité. Ouais. L'enfant, s'il n'a pas la sécurité affective avec ses parents ou avec les personnes avec qui il vit, on voit, il n'explore pas le monde. Et s'il est en confiance, alors il ose beaucoup plus explorer le monde, parler à des inconnus en confiance. Donc, c'est pareil pour nous, adultes. On a besoin, moi je dénonce beaucoup dans le livre l'idée sortir de sa zone de confort, que je trouve extrêmement vulgaire, grossière et dure. Sortir de sa zone de confort, mais quand on vit dans l'insécurité totale, c'est insupportable. On a besoin de confiance, on a besoin de sécurité, on a besoin de repères. Mais, à un moment, ça nous étouffe. Ben c'est ça, l'enfant, s'il est trop en sécurité dans les jupes de sa mère, il étouffe, et s'il est juste dehors et qu'il n'a pas la sécurité de l'affection de sa mère, je prends la mère de son père, enfin, il est aussi perdu. Donc, il y a un jeu entre les deux, et ça, c'est la vie. C'est pour ça que je parlais d'équilibre. C'est ça que j'appelle le modèle dynamique. Le modèle dynamique, ce n'est pas le mouvement contre l'immobilité. Le modèle dynamique, c'est un jeu entre mobilité et immobilité. C'est la polarité des contraires. C'est la dimension dialectique de l'existence. C'est le fait que la vie, c'est toujours un équilibre. Donc je ne suis pas pour l'aventure, je dis juste que ne pas penser que chaque fois qu'il y a un effondrement de solidité, c'est la catastrophe, c'est absurde, puisque la vie, c'est tout le temps en mouvement. Que ce qu'on était change, que ce qu'on avait change, et qu'il faut essayer d'apprendre de ces situations. Et je raconte, moi je pense que je ne parle pas beaucoup de choses chinoises. Il y a juste que je parle l'étymologie du mot crise, et puis une histoire qui vient de la Chine. Mais sinon, mon livre est quand même plus un livre vraiment occidental dans les références. Mais il y a une histoire chinoise que j'aime beaucoup. C'est un paysan, son fils se casse une jambe. Et tous les gens dans le village disent au paysan « Oh, quelle malchance tu as, ton fils devait t'aider pour les récoltes et maintenant il a une jambe cassée, il ne peut plus rien faire. » Et le paysan dit « On verra bien. » Et quelques temps plus tard, la guerre est déclarée dans le pays et tous les enfants, les fils valides, doivent partir à la guerre. Et comme son fils a la jambe cassée, il ne peut pas y aller et il reste. Et les autres fils meurent à la guerre. Donc, mais ce que dit, puis l'histoire continue, c'est plus compliqué que ça. Mais disons, en gros, ce qu'ils veulent montrer, c'est quand quelque chose va mal, est-ce qu'on est sûr que ça va mal ? Souvent, quand on regarde nos propres vies, des moments difficiles, des moments de crise, 10 ans ou 20 ans après, on se rend compte, waouh, heureusement que ça m'est arrivé, ça m'a permis de repenser ma vie, de faire des changements. Donc, il y a aussi là quelque chose, quand je parle du mouvement dialectique, de l'équilibre, on se rend compte que les idées qu'on a sur nos vies, quand quelque chose nous arrive, on ne sait pas exactement si c'est vraiment nos idées que nous avons sur elles au moment où nous les avons, ne sont peut-être pas aussi vraies qu'il le semble. Des fois, elles le sont. Il arrive qu'il y ait des tragédies. Mais des fois, ce qui semblait négatif,
on se sépare de quelqu'un avec qui on vivait, on perd son boulot, et 5 ans ou 10 ans plus tard, on dit « Ah là là, ça a été la plus grande chance de ma vie ». Tout le monde a vécu ça. Donc, c'est cette dimension concrète et vivante et humaine et honnête que j'essaye de défendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut quand même de la distance, là, en l'occurrence, d'après ce que vous nous dites, dans le temps, en l'occurrence, pour savoir que ce qui nous est arrivé, on en a de négatif, on l'a retourné, ou en tous les cas, on a construit quelque chose de positif par la suite. Mais sur le moment, comment on fait? On est tétanisé par ce qui nous arrive souvent. Ça, c'est très important. On est tétanisé, c'est très bien. On ne peut pas faire autrement. Vous voyez, c'est ça. On voudrait trouver un truc pour pas. Mais si vous vivez avec quelqu'un qui vous quitte, vous êtes triste et malheureux, ça vous déchire le cœur. Ça, c'est la vie. Et la sérénité, c'est de savoir que c'est ça la vie et d'avoir quand même une vision que les choses peuvent se transformer, de ne pas être enfermé dans l'immédiateté et de pouvoir accepter que la vie, ce n'est pas toujours de l'eau de rose. Et que c'est cette alternance qui est, au fond, ce qui fait une vie heureuse. Paradoxalement, ce qui fait une vie heureuse, c'est d'avoir aussi traversé des difficultés et des échecs, d'avoir rencontré son cœur, d'avoir fait la paix avec sa propre fragilité et vulnérabilité. Donc, mais on est aveuglé par l'idée. Si c'est pas confortable, c'est mal. Mais ça n'est pas vrai. Le confort n'est pas le bonheur. Le confort rend crétin. L'épreuve n'est pas mal. L'épreuve, bien sûr, c'est pas confortable, mais des fois, moi, j'ai écrit mon livre. Il y a un jour, j'ai trouvé que c'était tellement mauvais, j'ai pas dormi de la nuit. Je me dis, je n'y arrive pas. Et pendant 3-4 jours, j'étais effondré. et heureusement, parce que je me suis rendu compte que je prenais une mauvaise direction et ça m'a permis de prendre une bonne direction. Aujourd'hui, c'est la mode de dire il faut pas être stressé. Moi, hier, un médecin me racontait qu'une de ses patientes arrive, elle a eu un petit AVC et son médecin lui dit il faut plus que vous soyez stressé. Mais moi, j'ai eu un petit problème, j'étais voir un médecin, il me dit vous êtes stressé. Alors ça c'est la chose qui aujourd'hui me pose beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot qui veut rien dire. Qui n'est pas stressé? Alors moi je dis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour pas être stressé, il faudrait peut-être ne rien faire. Là, je prends la parole. Bon, là, je suis pas vraiment stressé, mais quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole, une prise de risque. Oui. On est un peu stressé, mais heureusement, on est content d'être stressé. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot, il veut rien dire du tout. Qu'est-ce que ça veut dire stressé? Ça veut rien dire du tout. Dès qu'il y a un problème, on dit stressé. Et je trouve que c'est très invalidant. Moi, je donnerais qu'un conseil pratique en tout et pour tout de toute la soirée. Le voici. Chaque fois qu'on dit le mot stressé, remplacez-le par un autre mot. Je suis énervé. Je suis sous pression. Je suis blessé. C'est trop. Et là, d'un seul coup, ça devient très humain. J'en peux plus. C'est autre chose que je suis stressé. Je suis maltraité. Ça fait autre chose que je suis stressé. Je trouve que la notion de stress est un mot qui empêche d'entrer en rapport à ce qui se passe. Et comme j'ai dit, la sérénité commence par le fait de voir ce qui se passe. Et j'ai plein d'amis à qui je dis ça, et puis je dis ça j'ai pris la parole, je fais beaucoup de vidéos. Si ça vous intéresse, après vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, je mets plein de vidéos, je fais plein de choses. Et donc je dis ça, et j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent à quel point ça les a aidés, cette petite discipline. Et il faudrait dire à tous les médecins, ne parlez plus comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement... Vous voyez, cette femme, on lui dit, elle a un boulot, et on lui dit, il ne faut pas qu'il y ait un boulot stressant. Mais alors du coup, elle ne peut plus rien faire parce que tout est stressant dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut rien faire de grand si on n'est pas stressé. Si vous ne voulez pas être stressé, ne vous mariez pas, n'ayez pas d'enfants, ne sortez pas de chez vous, ne faites pas un boulot, ne visez pas grand. Vous pensez que René Char, il n'était pas stressé de s'engager dans la résistance? Il y a quelque chose que je trouve pas aidant. Bien sûr, je vois ce que les gens veulent dire. Il y a beaucoup de gens qui sont écrasés par la pression. Mais c'est pas stressé, c'est écrasé par la pression. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Quand on nomme les choses, d'un seul coup, en plus stressant, on est toujours un peu en faute. Parce que vous allez chez le médecin, vous n'allez pas bien, on vous dit que vous êtes stressé. En gros, vous n'êtes pas assez zen. Non, je suis en rapport à ce qui se passe là. Je suis pas stressé, je subis la violence sociale. J'ai envie de faire quelque chose de bien et mes enfants vivent une période difficile et je prends ça à cœur. Et donc, au fond, derrière le fait d'être trop stressé, c'est on reproche aux gens d'avoir du cœur, de s'engager,
Tout ça, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça, au fond, derrière tout ça, on nous apprend, ça vous parliez d'action, on nous apprend l'impuissance. Il y a une impuissance que les thérapeutes appellent l'impuissance apprise. Notre modèle de sérénité nous apprend une impuissance apprise. On se croit impuissant. Soyez zen, ça veut dire être impuissant. Mais dans la vie, si on a une difficulté, on ne va pas être zen. Moi, mon enfant est harcelé à l'école, je ne suis pas zen du tout. Mon sang ne fait qu'un tour et je pense que c'est sain. Je pense que être sage, c'est que mon sang ne fasse qu'un tour. Parce que ça vous ma belle-mère m'a appelé hier inquiète au téléphone. Et bien franchement, parce qu'elle est très âgée, et franchement, ça m'a inquiété. Et je pense que je suis serein parce que ça m'a inquiété. Et le modèle que je devrais être zen, bien sûr, il ne faut pas paniquer. Ça, c'est autre chose. Mais il y a une différence. Aujourd'hui, il y a une différence entre paniquer, avoir la tête dans le guidon, ne pas avoir de recul, être enfermé dans sa colère, comme se racontait à la télévision, et être zen et calme. Et entre les deux, c'est la vie. Et la vie, c'est comment on se débrouille avec le réel. Et avec le réel, avec l'imperfection, avec la difficulté. Et ça, franchement, ça, c'est exaltant. Et au fond, ce dont je parle, c'est la vie, elle est exaltante quand on ne la nie pas. Et je trouve que le modèle que nous avons, c'est une négation de la vie. Parce qu'on a les ressources en nous. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour voir si ce n'est pas contradictoire avec le début de la rencontre. Vous avez dit, en prenant l'exemple de ma femme, ma compagne m'a quitté, mais il y a la question de la vision, de prendre un peu de recul et de la vision que ça ira mieux demain. Est-ce que ce propos que vous avez tenu n'est pas contradictoire avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que vous ne croyez pas pas forcément au monde d'après, mais en tous les cas que vous n'envisagiez pas le monde futur, que vous ne rêviez pas le monde d'après? Je ne rêve pas. La différence. Je ne rêve pas le monde d'après parce que je veux voir le monde présent. Mais la question, c'est la différence entre ce sort de projet que j'aurai pour l'avenir et l'espoir. Et ça, c'est les philosophes ont complètement dénigré l'espoir. Spinoza n'a pas de mot assez dur pour l'idée d'espoir parce qu'il considère, je ne suis pas du tout spinoziste, je suis ni spinoziste ni stoïcien. Spinoza considère que c'est pas rationnel l'espoir et qu'il faut être rationnel. Moi, je ne suis pas du tout spinoziste, je ne comprends absolument pas la mode de Spinoza actuelle. Ça me dépasse parce que je trouve ça très abstrait. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et alors, moi qui travaille beaucoup avec des soignants et des gens qui souffrent dans les hôpitaux psychiatriques, parce que je forme pas mal de psychiatres à la méditation, et que c'est des sujets qui m'intéressent au plus haut point, franchement, quand quelqu'un ne va pas bien, ce qui l'aide, c'est quand même d'avoir l'espoir. Si vous n'avez pas d'espoir, je ne vois pas comment vous vous levez le lendemain matin. Donc moi, là, il y a un truc que je ne comprends pas, que je trouve, encore une fois, tellement abstrait. Et donc l'espoir, je me suis attaqué à essayer de comprendre, mais au fond, c'est quoi l'espoir? Et puis, pour être honnête, j'ai moi-même été prisonnier de ces abstractions. J'ai longtemps été prisonnier de ces idées que l'espoir... Mais l'espoir, en fait, on a besoin d'espoir pour aller de l'avant. Mais l'espoir, c'est garder ouvert l'inconnu. C'est plus l'histoire que je racontais du chinois. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Donc l'espoir, c'est garder ouvert l'avenir. C'est pas avoir son projet sur ce que va être l'avenir. C'est-à-dire tous les gens qui disent de quoi va être fait demain, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Pourquoi on veut le savoir déjà maintenant? Mais avoir l'espoir, c'est complètement autre chose. À Luther, on avait demandé qu'est-ce que vous feriez si demain c'est la fin du monde? Il a répondu, je planterai un pommier. Franchement, d'un point de vue rationnel, on comprend Spinoza, c'est con, parce que si c'est la fin du monde, c'est pas la peine de planter un pommier. Mais moi, je pense que Luther a raison. Que planter un pommier, c'est maintenir quelque chose de la dignité humaine jusqu'au bout. Si mon enfant tombe et se fait mal et que demain c'est la fin du monde, je ne vais pas lui dire « écoute, ça ne sert à rien que je te soigne parce que demain c'est la fin du monde ». Je vais le soigner quand même. Je vais manifester l'amour, la tendresse, le lien, quoi qu'il arrive. Et peut-être du reste que demain c'est pas la fin du monde et que planter un pommier va retarder la fin du monde de quelques jours, de quelques mois. On ne sait pas. Parce que tout est imprévisible. Et donc, l'espoir a une part de vraie rationalité, comme le dit très justement Edgar Morin. En réalité, il y a toujours de l'imprévisible, donc l'espoir est rationnel. Moi-même, dit-il, puisqu'il a connu la Seconde Guerre mondiale,
moi-même, personne ne pouvait prévoir l'effondrement des Allemands devant le front russe et l'entrée en guerre des Américains. Ça a été vraiment un retournement inattendu. Et dans la vie, il y a toujours de l'imprévisible. Donc il y a une dimension de rationnel, de laisser ouvert de l'inconnu, et même si il y a on ne voit pas quel possible il y a, avoir de l'espoir, c'est maintenir ouvert notre humanité la plus grande. Et donc l'espoir, oui, ça me semble vraiment essentiel. Mais ce n'est pas la même chose du rêve, demain on va tous être frères, l'amour va rayonner, on sera tous heureux, ça va aller, on s'écoutera. Je veux dire, mais je ne vois pas en quoi ça va nous aider. Ou demain c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, je ne vois pas en quoi ça va nous aider. C'est pas ça. Mais avoir l'espoir que tant que je suis humain, j'ai l'espoir que l'humanité va manifester des forces d'intelligence, de sérénité et d'amour, que j'ai cet espoir-là parce que je suis humain, ça c'est fondamental. Et ce qui est absolument crucial, du coup, dans l'espoir, c'est de quitter la prévision. Nous sommes dominés par la prospective, nous ne pensons qu'avec des tableaux Excel, les tableaux Excel n'ont pas raison. Et ça, il y a un problème là majeur, il y a un aveuglement, nous croyons que les tableaux Excel sont le sommet de la rationalité. Et comme évidemment aujourd'hui on ne veut plus, la philosophie a déserté l'espace de la pensée, les philosophes depuis longtemps ont très bien compris que c'est irrationnel, parce que c'est une simplification beaucoup trop grande de la réalité, et que la rationalité implique de comprendre la complexité du monde. Et les tableaux Excel sont irrationnels. Et ça, c'est très difficile à penser. Mais ça, c'est un vrai problème sur lequel on bute. On est là, on se tape la tête contre cette illusion. Partout, on pense que ce qui est rationnel, c'est ce qui rentre dans une comptabilité. Mais ça ne veut rien dire du tout. Parce que c'est palpable, parce que on a l'impression, peut-être, la fausse impression en tous les cas, que l'on le mesure et qu'on le contrôle. Voilà, mais c'est complètement faux. Le tableau Excel est une telle simplification de la réalité pour que ça rentre dans le schéma. Moi, l'exemple qui me frappe le plus, c'est on a voulu rationaliser l'hôpital. Donc, on décide de mesurer le nombre d'actes que fait un infirmier dans une journée. Mais qu'est-ce qu'on mesure ? On oublie la qualité de soins, la qualité de présence, la manière dont la personne parle. Donc, on sait très bien que la qualité de présence de l'infirmier joue un rôle majeur dans la guérison, dans la confiance par rapport au traitement. Des analyses ont prouvé très bien que la qualité de présence du médecin change la manière dont le patient va suivre ou pas son traitement, va l'intégrer. Moi, j'ai fait des exercices avec des médecins. Ils doivent parler aux patients, ils le font, ils sont pressés, ils parlent en 2 minutes, ils disent la chose, qu'est-ce que le patient a retenu ? Je leur apprends à se poser, à être présent, ça prend 2 minutes, mais ils sont posés et présents, et ils ne sont pas pressés. Le patient se sent reconnu, entend ce qu'ils disent, il n'entend pas du tout la même chose. Mais ça ne rentre pas dans le tableau Excel. Mais est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que ce n'est pas réel ? Et donc pour l'infirmier, qu'est-ce qu'il sent ? Que son travail est réduit au nombre d'actes qu'il fait dans une journée. C'est d'une violence absolument insensée. C'est d'une violence insensée. Et on a l'impression qu'on est plus rationnel. C'est irrationnel, puisque c'est la négation d'une dimension fondamentale de l'existence, de la relation et de ce qui se passe. Et ça, on n'arrive pas à le voir. On a l'impression qu'on fait des progrès. On ne fait pas un progrès. On participe à une déshumanisation fondamentale. La sérénité implique la reconnaissance. Le mot reconnaissance est souvent mal compris parce que la reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance sociale, mais soyez reconnu comme être humain. Les gens souffrent, c'est une souffrance insoutenable de ne pas être reconnu comme un être humain. Ça, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à penser ça. Moi, j'ai longuement travaillé, essayé de penser, essayé de comprendre ce qui s'est passé au moment du procès de France Télécom. Et comment des gens les suicides, nombreux suicides dans cette entreprise. Voilà, nombre de suicides, le procès qui a eu lieu, la condamnation, et comment des gens s'en sont venus à se suicider. Je trouve que c'est très éclairant. Des gens se sont suicidés parce qu'on les privait de tout sens. Leur travail n'avait plus de sens. On les déplaçait comme des pions dans une rentabilité de tableau Excel complètement abstraite. Et ça a conduit des gens à ne plus avoir d'existence sociale de reconnaissance qui les conduit à se supprimer. Je trouve que ça devrait nous alerter et nous donner à penser
de manière fondamentale. Alors là, les gens disent parfois, j'ai eu pas mal de débats, les gens me disent tu peux pas dire ça, les gens qui sont suicidés, c'est qu'ils ont un problème d'ego. Et ça, c'est des choses qui me rendent extrêmement mal à l'aise et pour lesquelles je suis en désaccord profond. Tout être humain a besoin de reconnaissance. L'enfant a besoin de la reconnaissance de ses parents. Et dans la vie adulte, on a besoin de reconnaissance. Ce n'est pas un problème, je ne sais quoi, d'égo, j'ai horreur de toutes ces notions. Mais il y a quelque chose de fondamental qui est un besoin absolument central. Et la sérénité ne peut pas se faire hors de la relation, de la société, du rapport avec les autres. C'est fondamental. On l'a entendu d'ailleurs souvent dans cette crise de la Covid-19 avec est-ce que j'ai un métier utile ou pas, puisque suivant l'utilité ou non jugée de son métier, on avait des possibilités de déplacement ou des possibilités de se rendre sur son lieu de travail ou pas. Donc finalement, cette question de la reconnaissance, elle est venue se poser de manière peut-être plus massive, mais on l'a peut-être moins perçue ces derniers mois. La reconnaissance, c'est que quelqu'un vous regarde comme un être humain. On ne peut pas vivre sans que quelqu'un nous regarde comme un être humain. C'est juste pas possible. Et la sérénité, c'est pas être zen et que tout aille bien, c'est que quelqu'un vous reconnaisse comme un être humain. Et pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai parlé de comment transformer les difficultés en possible, comment il y a toujours la possibilité de transformer les choses, mais il y a des moments, c'est vrai, où c'est la catastrophe totale. Et dans le livre, j'essaye de parler de ça aussi, quand plus rien n'est possible, quand c'est vraiment la catastrophe, et je médite le livre de Job, qui est un des textes les plus philosophiques de la Bible. Et dans le livre de Job, qui est un texte mais abyssal, un texte incroyable, les amis, enfin les pseudo-amis de Job veulent donner des explications et essayent de trouver des coupables. Tu es coupable ou Dieu est coupable. Soit Dieu est coupable, là il déconne de te faire souffrir autant, soit toi t'as péché, c'est pour ça que tu souffres. Et Job se dresse, non. Je ne suis pas coupable, je ne comprends pas Dieu, mais Dieu, il n'y a pas de raison, enfin, c'est pas la question. Et il dit, mais la question, c'est est-ce que vous pouvez être avec moi dans un rapport d'amitié ou pas? Et ils ne peuvent pas. Leur idée, leur volonté de comprendre est plus forte que le fait de partager avec quelqu'un qui souffre une humanité commune. Et je crois que ce qu'on a besoin, c'est ça, la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on reconnaît quelqu'un qui souffre, et en le reconnaissant, on maintient le lien profond et fondamental. C'est fondamental. C'est la question, j'ai bien conscience que c'est une question tellement difficile aujourd'hui. C'est ça qui s'est passé pendant le confinement. C'est l'impossibilité de notre société à réussir à comprendre ce que ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans ce lien humain. Et pour moi, l'événement majeur, c'est pas du tout dans le livre, mais l'événement majeur pour moi, dont lequel je ne me remets pas, c'est le fait qu'on ait empêché les gens d'enterrer leurs morts. Et ça, pour moi, je trouve que là, quand le Premier ministre a dit ça, il s'est passé quelque chose qui est un renversement radical de notre humanité. Je ne m'en remets pas. Je pense que tant qu'on n'a pas vu ça, il y a quelque chose qui tourne pas rond, que Antigone, qui est le socle, qui dit quelque chose qui était le socle de la pensée occidentale, qui préfère mourir que ne pas enterrer son frère, et qui maintient quelque chose comme l'ordre anthropologique fondamental, qu'est-ce qui s'est passé qu'on dise qu'on ne peut pas enterrer ses morts? C'est des questions qui me hantent, et qui a confronté les gens à des choses absolument impossibles. Et ça, parce qu'on ne peut pas vivre sans être reconnu dans son humanité. Et une des choses qui m'a... j'étais très très ébranlé, je suis encore très ébranlé, c'est quelque chose que je trouve mais absolument insensé et d'une gravité... Et j'ai reçu un jour un message de quelqu'un qui avait vu une des vidéos où je parlais de ça et qui me dit « Il faut juste que je vous donne ce témoignage. Ma fille est toute jeune. Elle a fait son premier poste d'infirmière. » Ça, je raconte dans le livre. Elle a fait son premier poste d'infirmière. Elle a vu
la première personne qui meurt, et on devait la mettre dans un sac, et elle n'a pas pu. Elle a pris un peigne et elle a coiffé la dame avant de la mettre dans le sac. Et elle ne sait même pas pourquoi. Et moi, je trouve que ça, c'est ça qui s'oppose au Premier ministre. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas fait de cours d'éthique, mais qui sent du plus profond de son être qu'on ne peut pas enterrer quelqu'un sans lui accorder cette dignité-là, sans la reconnaître là. Et même quand quelqu'un meurt, le lien ne meurt pas. Le lien ne meurt pas qu'on a aux gens qu'on a aimés. Et donc là, il y a des questions absolument centrales. Et c'est ça, au fond, l'aveuglement, c'est qu'on est dans la gestion. La gestion est aveugle, ne permet pas de comprendre des choses essentielles comme ce que connaît, comme ce que sent du plus profond de sa vie cette jeune femme. J'ai eu des tas de témoignages. On n'avait pas le droit de laisser les gens approcher leur mort. Et quelqu'un m'a raconté, le conjoint a hurlé à la porte jusqu'à ce qu'on lui ouvre la porte pour qu'elle puisse dire au revoir. C'est des choses absolument centrales dont on ne peut pas parler parce qu'on n'a que des statistiques toute la journée à la télévision et qu'on ne parle pas de questions qui sont... Et voulant parler de ça en me disant peut-être je délire, peut-être que je ne vois pas la gravité sanitaire, j'avais appelé un de mes amis qui était médecin dans le pire moment de la situation. Et je lui dis, est-ce que tu crois que j'exagère ? Et il m'a fait cette réponse qui m'a beaucoup aidé. Le gouvernement nous donne des habits pour soigner les gens. Pourquoi il ne pourrait pas faire des habits pour aider les gens à enterrer leurs morts ? Et ça, c'est ça qui est au cœur de ce que j'essaye de montrer et de dire. Et dire ça, c'est être apaisé. Que soit reconnu ce qui est vrai, ça apaise. On n'est pas apaisé parce que je vais vous dire, demain tout va aller bien, demain on va être positif. C'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est qu'on dit la vérité, qu'on respecte ce qui est sacré. Et chaque être humain est sacré. Chaque être humain est sacré, et c'est ça que chaque être humain a besoin aujourd'hui d'entendre. Ça, qui est justement une des limites de votre livre, ou en tout cas qu'une interrogation sur la dimension politique de la sérénité, ou comment le politique peut prendre cela, justement, cette dimension sereine, et l'intégrer à sa manière de faire. Je vous propose de Fabrice Midal de poursuivre avec les questions du public. Je veux juste répondre à ça. Il n'y a plus de politique. Il n'y a que de l'économique. Il n'y a que de la gestion. C'est insensé. Je parlais de politique de manière globale, c'est-à-dire de manière collective. Je sais, mais justement, la question aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y a plus de politique ? Pourquoi il n'y a plus que de la gestion ? C'est quelque chose de... Moi, je ne peux pas vivre dans un monde où il n'y a plus que de la gestion. J'ai plus de place. C'est ça, moi, j'ai plus de place. Donc, je suis serein s'il y a encore de la place pour quelque chose qui est humain. Et ça peut être un regard, ça peut être un poème. Mais un poème, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Mais moi, je ne peux pas vivre sans ça. Mais ça me rend serein. J'ai été écouter, il y a 2 jours, les quatuors de Beethoven. Je crois que ça ne va plus être possible pour moi qui habite à Paris avant de nombreuses semaines. Et ça m'a rendu serein. Mais est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? J'ai écouté les quatuors de Beethoven et ça m'a rendu serein. Mais de manière tellement profonde. Ça m'a guéri, ça m'a apaisé, ça m'a rassénéré, ça m'a donné une sorte de confiance. Mais c'est quoi ? Ça rentre dans quelle comptabilité ? Ça rentre dans quelle ligne de gestion ? Dans notre monde, c'est un supplément d'âme, c'est un truc accessoire. Pour moi, c'est absolument central. Je crois que c'est important de dire ça dans une rencontre organisée par une librairie. Voilà, merci à vous. Et puis juste sur la table du libraire, donc il y a le livre et puis aussi quelques informations, quelques documents qui ont été posés à propos de l'école de méditation.